Bonjour à tous, je m'appelle Juliette, je suis en terminale du coup, et je suis présidente de l'association Les Simones de Bascan. C'est l'association féministe du lycée. Moi je suis Mathis, élève de terminale, je suis co-gérant de l'association Les Simones de Bascan avec Juliette. Voilà, et aujourd'hui on va vous faire une petite présentation, donc une intervention sur qu'est-ce que le féminisme, et on a posé deux questions, qu'est-ce que signifie être féministe aujourd'hui et quelle société peut-on construire pour demain, justement. Donc le sexisme ordinaire, en fait, c'est une discrimination qui est liée au genre ou au sexe d'une personne. La plupart du temps, ce sont des femmes qui en sont victimes, mais ça peut aussi concerner les hommes, et il est qualifié d'ordinaire quand il est tellement en fait intériorisé dans notre société que on se dit que c'est normal alors que ça ne l'est pas du tout, et même des femmes discriminent d'autres femmes de nos jours. C'est pour ça que c'est beaucoup intériorisé, c'est très difficile de déconstruire les idées reçues justement. Parmi les composants du sexisme ordinaire, on a le mansplaining. Donc c'est un concept quand même assez ancien, mais le terme est tout nouveau. Il nous vient directement des États-Unis suite à beaucoup d'études pour le définir. Donc man explaining, c'est lorsqu'un homme explique à une femme quelque chose qu'elle sait déjà, par exemple le témoignage d'une chef de production automobile où un employé lui expliquait son métier alors qu'elle en était absolument experte. Donc c'est une condescendance envers la femme, c'est aussi le fait qu'un homme pense pouvoir être plus apte à expliquer ou comprendre quelque chose qu'il ne vit pas, comme le sexisme par exemple, du moins du côté féminin. On a aussi le man-interrupting, un autre composant du sexisme ordinaire, qui est donc le simple fait qu'un homme coupe la parole à une femme entre 2 et 3 fois plus que l'inverse. Donc c'est une condescendance, généralement une remise en cause de la parole de la femme, une pseudo-domination. Je vais noter parce qu'on ne l'a pas noté dans les définitions, mais c'est intéressant. Donc c'est le manspreading. Vous avez plein de vidéos là-dessus, notamment sur TikTok, il y a plein de témoignages. Et est-ce que quelqu'un connaît? On va vous poser des petites questions quand même. Non. C'est ça. Oui. Il me semble que c'est quand un homme, par exemple, est assis à côté d'une femme et qu'il se met un peu trop à l'aise, quoi. En gros, c'est ça, c'est le fait qu'un homme prenne beaucoup plus d'espace, que ce soit les nuisances sonores ou, par exemple, dans le métro, les hommes ont très souvent, ils prennent très souvent deux places alors qu'ils pourraient très bien en prendre juste une, et du coup, les femmes sont obligées d'être un petit peu plus discrètes, entre guillemets, ou par exemple, dans la rue, quand il y a des nuisances sonores, c'est très souvent les hommes. Et ça, c'est le fait qu'un homme prenne beaucoup de place dans la société, que ce soit physiquement ou mentalement, entre guillemets. Le manspreading est étroitement lié au man-interrupting. Généralement, le manspreading est directement exprimé quand la parole est coupée, justement. C'est pour directement occuper l'espace, minimiser la parole de la femme et se mettre tout de suite en avant. Et généralement pour dire une chose que la femme allait dire. Comme je le disais tout à l'heure, la prochaine partie sera sur le consentement et les violences conjugales et aussi la réception dans la société, la libération de la parole. Donc s'il y a des gens un petit peu sensibles, vous pouvez sortir 5 minutes à n'importe quel moment, il n'y a pas de problème. Donc on va commencer tout de suite avec une définition que vous pouvez noter. Voilà, donc la définition du mot féminicide. Alors avant de la donner, la définition la bonne ambiance, avant de donner la définition du petit Robert, est-ce que quelqu'un peut donner sa définition, une définition qu'il connaisse si vous êtes académicien de France? Oui. La féminicide, c'est l'un des féminins et des filles. Quand on tue des femmes, il se passe que c'est des femmes. Le fait de tuer une femme pour sa condition de femme. La définition est assez simple quand même. Et c'est le mot décerné plus populaire en 2019 par le dictionnaire Le Petit Robert. Parce qu'il a tellement été employé dans les médias, étant donné qu'il y a eu une véritable explosion des cas de féminicide en France, qu'il a été désigné comme étant le plus populaire, qui est donc une information qui semble banale que je vous donne, mais elle est catastrophique. Voilà. Et justement, donc, on va passer à un petit... Enfin, c'est pas un graphique, mais c'est pour vous donner quelques chiffres que vous pouvez noter. Donc, avant de parler de ces chiffres que vous pouvez commencer à noter pour prendre un petit peu d'avance, la chose la plus compliquée dans les violences conjugales, en fait, c'est l'emprise. C'est quand la personne n'est plus capable de raisonner normalement pour se dire que la situation est grave, en fait. Et dans les violences conjugales, c'est très commun parce que les victimes sont très souvent dans le déni, parce que leurs agresseurs, entre guillemets, les culpabilisent et leur dit qu'elles ne sont pas légitimes
à se dire victime, et l'emprise fait que la personne reste dans cette situation malsaine, justement. Donc on va passer à quelques chiffres. Je te laisse peut-être le premier. Donc si vous voulez le noter, 82% des meurtres au sein du couple en 2021, donc l'année dernière, étaient faits sur des femmes, ce qui équivaut à 122 féminicides, ne serait-ce qu'en 2021. C'est énormément. Et 7 violences conjugales enfin 7 féminicides sur 10 étaient précédés de violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Donc ça ne vient pas de nulle part, entre guillemets. Oui, 30%, qui équivaut à l'augmentation des violences conjugales durant la pandémie. Donc 2020, confinement, on connaît tous. Voilà, on l'a plus ou moins bien vécu. Et 30% l'ont particulièrement mal vécu car ils ont été enfermés avec leurs agresseurs, leurs conjoints violents, qui est donc un terme plus violent, leur bourreau finalement. Donc c'est vraiment une augmentation qu'on voit peut-être pas derrière le 30%, mais il faut essayer d'imaginer, de se représenter mentalement ce que représente 30% à l'échelle humaine. C'est 3 000 à 4 000, 30 000 à 40 000, c'est genre pas mal quoi. Ça Oui, dépend des chiffres. c'est énorme. Oui, c'est ça. Effectivement. C'est ça. Donc la plus grosse hausse de féminicides depuis qu'on les enregistre, parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'on a commencé à les enregistrer, hein, combien y a-t-il eu de féminicides avant tous ces enregistrements, on ne sait pas, probablement des milliers, ça on ne saura jamais. Et tant que ce chiffre n'est pas à zéro, c'est alarmant, il faut s'inquiéter. Il faut vraiment prendre en considération le problème, d'où notre présence aujourd'hui pour sensibiliser. Vous, peut-être vous allez retenir ces chiffres, ou peut-être pas, mais au moins sachez que derrière ce qu'on vous présente, il y a énormément de souffrance. 8 sur 10 des cas de violence conjugale sont essentiellement psychologiques, parce qu'en général, les médias ou la culpabilisation qui se fait dans la réception de la société, tout simplement, culpabilise les victimes qui se disent victimes de violences conjugales essentiellement psychologiques, parce que pour les médias ou pour la société en général, si on ne se fait pas frapper, on n'en est pas victime, alors que pas du tout. Les mots sont très souvent bien plus violents que les coups, et donc c'est un très grand traumatisme aussi, donc il faut se dire que les violences psychologiques telles que l'emprise ou la dégradation de l'image de la personne, c'est très très grave, et il faut en parler aussi. Tu voulais dire quelque chose? Oui, mais du coup, je voulais savoir si les violences psychologiques et physiques, enfin, est-ce qu'entre les deux, il y a une barrière ou c'est vraiment par la même peine? Juridiquement, non, c'est pas la même peine, Ah, en effet. je savais pas. Alors ça, c'est une fois encore le système judiciaire qui est très très bien fait, avec un peu d'ironie, car les violences psychologiques, même si récemment, est-ce que tu peux parler très vite fait des avancées avec les associations Ah oui. nationale? On va parler un petit peu du 25 novembre. Parce qu'il nous fait bien ouais. avancer. On fait une petite ouverture suite à ta question. Donc le 25 novembre, c'est la journée de lutte contre les violences conjugales, justement. Et grâce à cette journée, il y a eu 5 avancées. On en parlera après parce qu'on a sauté quelques étapes. Mais par exemple, l'Assemblée nationale déjà a reconnu la notion d'emprise dans la loi, ce qui veut dire que même si les violences sont juste psychologiques, il y a quand même une condamnation. Et donc, si la condamnation est psychologique ou, Pour les raisons. pour des raisons psychologiques, merci, ou physiques, un bracelet anti-rapprochement peut être adopté en fait quand la victime quand le coupable est condamné justement, il peut être obligé de porter un bracelet qui fait que s'il s'approche trop de la victime, le bracelet va sonner et appeler la police. Et s'il est en sursis, il peut être condamné. Et ce, même si la violence était essentiellement psychologique. Et comment est-ce qu'on peut prouver une mainmise psychologique d'une violence psychologique? Parce qu'on n'a pas forcément des Alors, parfois on a des preuves, c'est rare, mais par exemple dans des SMS, par exemple si la personne insulte l'autre personne par SMS, ou parfois quand une plainte est déposée, les proches des victimes se rendent compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, par exemple certaines remarques qui étaient un peu déplacées, mais au début ils se disaient que bon, c'est normal, c'est une fois. Alors que quand la plainte est déposée, ils peuvent se dire non, c'était pas normal, du coup je vais aller le dire à la police. Voilà. Je pense aussi qu'on peut faire intervenir un psychologue. J'allais le dire justement. C'est aussi dans la suite. Ouais. C'est aussi dans la suite. Vous êtes parfait aujourd'hui. Vous êtes ceux qui participent le plus. Donc justement, on allait dire que justement, grâce à la journée du 25 novembre, il y a beaucoup plus d'accompagnement lors des plaintes.
Et on rappelle qu'une plainte, c'est pas forcément juste des démarches juridiques et un procès et c'est fini. Il y a beaucoup de traumatismes derrière les violences conjugales, donc la plupart du temps, maintenant, grâce au 25 novembre, il y a un accompagnement psychologique qui est fait durant la plainte. Et là, le psychologue peut dire que la victime est impactée, par exemple. Et aussi pour l'aider à se reconstruire, tout simplement, parce que c'est quand même important de se reconstruire après un tel traumatisme. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ensuite, pour donner un petit peu de positif, on va vous donner des aides si vous êtes témoin ou victime de violences conjugales. Donc la première, c'est le 3919. C'est un numéro d'écoute, donc par téléphone. C'est pas un numéro d'urgence et donc c'est pour orienter les victimes pour soit faire des démarches juridiques, soit vers des associations qui vont les aider à être mises en sécurité, par exemple à sortir du domicile. Oui. Ça veut dire que si un homme appelait avant, on lui disait... au revoir. Non, mais avant c'était beaucoup plus tabou, Oui. donc les hommes soit n'osaient pas appeler parce qu'ils se disaient « Ok, il y a marqué femme battue, je suis pas concernée du tout », alors que bien sûr que si, ils sont concernés. Donc je pense qu'on ne les renvoyait pas non plus, on ne raccrochait pas. Après, j'ai pas de preuves, j'ai pas fait de recherche très poussée sur ça, mais c'est pour dire que même s'il y a marqué pour les femmes, les hommes qui en sont victimes peuvent appeler maintenant. Même si avant c'était possible, mais c'est très tabou encore dans la société qu'un homme se fasse violenter, voilà. Et c'est surtout parce que le 3919, avant donc d'être ouvert aussi aux hommes, étant donné qu'il y avait uniquement l'appellation femme battue, ça repoussait déjà les hommes à pouvoir s'exprimer. Et aussi, s'ils appelaient, ils n'allaient pas être jetés, mais ils allaient tout de suite passer en liste d'attente. Et être en communication ou recevoir de l'aide était une cause perdue pour cette époque, pour un homme. Et donc, grâce à la journée du 25 novembre, c'est ça, ce numéro est ouvert en permanence, donc 24 heures sur 24. C'est quand même positif, au moins les victimes peuvent appeler tout le temps. Il y a le même numéro par SMS. Voilà, donc c'est le 114, c'est les mêmes actions, sauf qu'il est adapté donc, potentiellement pour les personnes muettes ou sourdes, ou ceux qui sont vraiment sous une emprise extrême, donc ils ne peuvent pas entrer en communication orale avec quelqu'un car le conjoint contrôle absolument tout. Donc c'est une manière beaucoup plus discrète de pouvoir passer un appel à l'aide. Et il y a aussi des associations qui ont été faites assez récemment. Voilà, donc on a l'association Copains d'abord, qui regroupe toutes les méthodes d'action pour accompagner les victimes quand elles ont signalé leur violence ou que la police les a orientées vers ces organismes, qui consiste donc à l'accompagnement juridique, en préparation avec des avocats, il y a l'accompagnement psychologique aussi suite au traumatisme, il y a l'hébergement, que ce soit pour les femmes ou les enfants, car évidemment les enfants ne sont pas étrangers au conflit au sein du foyer familial. Et donc ces associations fournissent de l'aide par le budget qui leur est accordé avec les dons ou le budget de l'État qui a été augmenté En 2020. En 2020. Pour les violences, justement. Donc je te laisse quelques chiffres peut-être sur les... Et donc sur ces associations, donc par exemple Solidarité Femmes qui regroupe 73 associations, il y a 50 000 femmes qui ont été prises en charge, il n'y a pas les chiffres malheureusement pour les hommes, mais on va y venir après, et 7 000 femmes et enfants étaient hébergés suite à ça pour justement être mises en sécurité loin du domicile, donc c'est quand même très positif. Et point aussi pour les hommes à Cergy-Pontoise, c'est une ville en France. Il y a le premier foyer pour les hommes battus qui a été ouvert il y a quelques années je crois. Donc c'est pour montrer qu'ils sont enfin écoutés, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça commence à bouger un petit peu. Oui. Ah oui, j'ai oublié ça. Ah oui, à chaque fois. À chaque fois, je l'oublie celui-là. Donc aussi, je pense que vous avez entendu parler du mouvement MeToo, c'est sur les réseaux sociaux. Et donc c'est un mouvement qui a pour but de faire parler les victimes pour qu'elles dénoncent leurs agresseurs. Il existe depuis 2007, mais il y a vraiment eu un regain de popularité entre guillemets en 2017 suite à l'affaire Weinstein, je crois que ça se dit comme ça. En fait c'était un producteur qui abusait des actrices, je pense que vous en avez entendu parler en 2017, et donc il a été condamné grâce à cette mobilisation citoyenne entre guillemets. Oui. Mais comment on sait que ça devient vraiment grave? Parce que tous les couples, je pense, se disputent pas régulièrement, mais ça arrive. Mais ça ne veut pas forcément dire que la femme ou l'homme
Après, il y a dispute et dispute où vraiment ça part en insulte et l'un des deux parties est vraiment dénigré, entre guillemets, et si c'est récurrent ou si des reproches sont faits, par exemple, là, on va vous montrer certaines choses. Donc, alors là, je pense que c'est pas marqué, mais par exemple, s'il y a des réflexions qui sont faites par rapport à la tenue en général des femmes, ou si la personne, on va donner un exemple, lui empêche de sortir parce qu'elle porte une jupe et la personne n'est pas d'accord. C'est pas une dispute qu'on qualifie de normale, donc je pense que si tu fais appel à ta raison, tu sais si une dispute est juste une dispute ou si c'est pas du tout normal et si ça dénigre la personne et ça lui fait trop de mal. Et aussi si c'est très répété et que, en fait, il y a de l'emprise. Mais je pense que ça dépend des situations et je pense que si tu fais appel à ta logique et ton raisonnement, tu sais définir si une relation est saine ou pas. Et justement, le violentomètre peut aider parce qu'il y a beaucoup d'exemples justement qui peuvent montrer si la relation est saine ou pas. Mais effectivement, il y a des disputes dans beaucoup de couples et parfois c'est normal et parfois ça ne l'est pas. Voilà. Est-ce que vous arrivez à lire? Est-ce que vous avez fini de lire cette partie? Ok. Donc on va passer. S'il y a des gens qui sont un petit peu sensibles, la fin ça peut être un peu choquant malheureusement, mais au moins ça permet aux victimes justement d'avoir des exemples et de se dire ah oui, là c'est pas normal parce que c'est noté quand même. Ça veut dire que beaucoup de victimes ont parlé de ça et que c'est pas normal. Donc on va vous poser une question justement qui rentre dans la notion de consentement qu'on a vu juste avant. Donc pour vous, qu'est-ce que c'est le consentement? C'est quand deux personnes ou plusieurs sont d'accord pour faire une chose. Ben, c'est totalement ça. C'est pas tomber dans le piège de beaucoup de personnes qui se disent que le consentement c'est uniquement sexuel alors que pas du tout. C'est pour toutes les situations de la vie finalement. Donc c'est l'accord qu'on émet pour qu'une personne fasse quelque chose pour nous ou envers nous. Vous pouvez la noter si vous voulez. Et donc le consentement, il doit être mutuel. Si vous souhaitez poster une photo de quelqu'un sur les réseaux sociaux, si vous n'avez pas son consentement, c'est... Comment ça s'appelle déjà? C'est répréhensible par la CNIL. Et c'est atteinte de droit à l'image tout simplement. Donc le consentement, c'est vraiment très large. D'où le fait d'avoir demandé pour l'activation de la caméra. C'est vrai. Et donc, deuxième question. Pour vous, le consentement, est-ce que ça a des limites? Par exemple, si... est-ce qu'une personne est consentante? Là, on va rentrer dans le domaine sexuel, mais est-ce qu'une personne est consentante si elle est, par exemple, endormie, sous l'emprise de substances, vulnérable? Merci. Et pourquoi, du coup? Parce qu'il y a des droits où l'alcool, ça attire le jugement de personne. C'est ça. Et par exemple, c'est ce qu'on... Vous répondez vraiment bien aujourd'hui. Oui. Et donc, c'est ce qu'on appelle, par exemple, le consentement éclairé quand une personne est en pleine possession de ses moyens et peut tout simplement consentir de façon éclairée. Et si ce consentement n'est pas éclairé, il ne peut pas être reçu et ça peut être une atteinte à la personne dans la plupart des cas. Donc, est-ce que vous avez fini avec la définition? Bon, on va attendre. On va commencer sans le diaporama. Donc, par exemple, si une personne est inconsciente, donc inconsciente, ça peut vouloir dire soit endormie, soit, par exemple, elle peut faire des malaises. Par exemple, dans le cas de la maladie de l'épilepsie, il y a beaucoup de malaises dans l'épilepsie généralisée. Et donc, si la personne n'est pas consciente, elle ne peut pas être consentante, tout simplement. Donc pour le numéro 2, et sous l'emprise de substances. Alors, j'ai cru l'entendre tout à l'heure, mais on a souvent l'idée donc des substances telles que les drogues, l'alcool, donc on appelle ça toutes les substances psychoactives qui altèrent donc le jugement ou la conscience d'un individu, et on devrait rajouter tout ce qui est médicaments, parce qu'il y a beaucoup de traitements lourds qui altèrent les états de conscience de certains patients. Je pense notamment aux antidépresseurs ou antipsychotiques qui Altère la concentration. Qui altèrent la concentration, la conscience, qui évidemment rend un état de légume. Donc on ne peut pas obtenir une réponse parfaitement éclairée, donc le consentement éclairé. N'oublions pas les médicaments dans ce contexte. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'intéresser à l'histoire de la personne pour savoir si tous les éléments sont réunis lorsqu'une réponse à la question du consentement est évoquée. Troisième situation, entre guillemets, si la personne porte une tenue qualifiée de vulgaire ou provocante ou légère, ce n'est pas une justification à faire quoi que ce soit avec la personne. Son consentement doit être éclairé et oral la plupart du temps. Il faut que la personne dise oui. Parce que porter une tenue qualifiée de légère, déjà, en général, c'est l'agresseur qui qualifie cette tenue alors que ce n'est pas à lui de qualifier si la tenue est provocante ou pas.
Et ce n'est pas du tout une justification à dire que la personne était consentante. Voilà, parce que dans 16% des cas, si vous voulez le noter, les personnes pensent que si la victime portait une tenue légère ou provocante, elle était forcément consentante. C'est assez choquant quand même comme donnée, parce que ce n'est pas du tout une justification, mais dans notre société, aujourd'hui, il y a beaucoup de culpabilisation quant à ça. Ensuite, si la victime, par exemple, ne répond pas, c'est qu'en général, elle hésite ou elle doute, elle remet en question le consentement qu'elle a émis ou pas au début. Donc il faut bien penser à reposer la question. Et petite précision, le consentement n'est pas éternel. Si, par exemple, dans une relation amoureuse, la personne dit oui une fois, ce n'est pas du tout un consentement éternel et il faut reposer la question. Par exemple, dans la loi, avant, il y avait une donnée un petit peu choquante selon moi, c'est qu'il y avait quelque chose qui s'appelait le devoir conjugal. C'était tout simplement que souvent les femmes étaient obligées d'avoir des rapports sexuels avec leur mari, justement parce que cette notion de devoir conjugal elle n'était pas dans la loi, mais ça revenait par exemple souvent au procès. Par exemple, il y a eu un procès en 2018, je ne sais plus de qui c'était, mais une femme a été réprimandée justement parce qu'elle ne voulait pas remplir ce devoir conjugal, alors que ce n'est pas du tout vrai. On peut très bien être en couple et ne pas vouloir avoir des rapports sexuels tout le temps ou même jamais. Donc, juste petite précision pour dire que le consentement n'est pas éternel. Il est absolument éphémère, c'est un contrat qui doit être renouvelé extrêmement régulièrement. Dans la loi, il y a ce qui s'appelle la majorité sexuelle, qui est fixée à 15 ans en France, mais dans d'autres pays, par exemple en Espagne, c'est 13 ans, il me semble. Et donc, en dessous de 15 ans, si une personne entretient des rapports sexuels avec une personne majeure, donc de plus de 18 ans, son consentement n'est pas éclairé, il est reconnu comme non éclairé du coup. Et c'est une atteinte sexuelle, donc ce qui équivaut à un viol si la personne reconnaît ne pas avoir consenti, et si elle ne le reconnaît pas, dans tous les cas, la loi détermine qu'elle n'était pas d'accord. Donc ça s'appelle une atteinte sexuelle. Et par exemple, il y a beaucoup d'emprise, malheureusement, dans les familles avec l'inceste. C'est un sujet assez dur, mais étant donné que l'enfant idéalise, entre guillemets, soit ses parents, soit les personnes de sa famille, il va soit consentir, soit il est beaucoup trop jeune pour se rendre compte. Donc malheureusement, les violences sexuelles peuvent être opérées alors que la personne n'était pas du tout d'accord. Et ça peut être pareil pour des cas comme des personnes beaucoup plus âgées ou les professeurs, malheureusement ça peut arriver. Et donc dans ce cas-là, par exemple, si il y a une relation avec un professeur, même si la personne est majeure, c'est illégal. Voilà, on le précise quand même. Prochaine question. On a le temps de poser plein de questions. Vous avez un débat à nous faire partager? Ça peut être intéressant, ça enrichit, c'est en lien. notre présentation. On parlait de la majorité sexuelle. Et du Sur le fait que l'âge nous choquait. Parce que 15 ans, c'était beaucoup trop jeune. Et que, je suis d'accord avec toi. personnellement, je trouve qu'une gamine ou un gamin de 15 ans n'est pas assez raisonné, justement, pour pouvoir donner un consentement. Je suis totalement d'accord avec toi, vraiment bon, la loi est un peu mal faite malheureusement, mais heureusement la loi qui était censée le fixer à 13 ans n'est pas passée. Oui. Heureusement, parce que là franchement ça aurait été grave. Notre cher ministre Éric Dupond-Moretti de la Justice qui a lancé cette idée. Ouais, donc heureusement c'est resté à 15 ans, on est quand même content, mais 13 ans c'est vraiment... C'est quel pays déjà? Ah, l'Espagne. Alors, je sais qu'on a vu qu'il va faire polémique au Clarisse. Moi, je trouve pas. Ça, après, c'est mon point de vue vraiment. Mais à partir du moment où on est dans le. Je dis pas que 13 ans, c'est l'âge, c'est un bon âge. Moi, je dis que ça, c'est non. À partir de 15 ans, à partir du moment où on se sait, par exemple, quand on rentre au lycée, on doit choisir notre avenir et tout. Moi, je trouve que c'est un âge où, si on sait ce qu'on fait vraiment, bah, on peut faire plus. Si on est inconscient, c'est non. Oui, mais le problème, c'est que là, il y a plein, c'est un peu 50-50, c'est soit tu es assez mature pour le savoir, soit il y en a plein à côté qui ne le sont pas. Ça dépend déjà de la maturité de la personne, de sa vulnérabilité, par exemple si elle est en dépression comme on l'avait dit, ou de l'âge de la personne majeure. Concernant les personnes qui portent plainte, que ce soit dans n'importe quel problème de la vie, vous seriez amené à déposer plainte dans un commissariat, sachez que la main courante ne sert à rien. Si on vous propose de déposer une main courante, ce sera oublié. Voilà, et donc il faut porter plainte justement pour libérer la parole. Et par exemple, si plusieurs personnes portent plainte contre la même personne, il y a beaucoup plus de chances qu'elle soit condamnée. Et c'est aussi, encore une fois, pour libérer la parole. Donc même s'il y a peu de plaintes qui aboutissent,
plus on va en parler, plus ça aboutira. Donc il faut porter plainte aussi. Et merci de nous avoir écoutés.